Ensuite, pour en parler avec nous, Alexandre Rifaï, écrivain franco-syrien. Bonsoir, monsieur Rifaï, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci de me recevoir. Le plaisir est pour nous. Alors, pouvez-vous nous décrire la situation actuelle des Alaouites en Syrie ? Alors, pour expliquer la situation actuelle, ce qui se passe, permettez-moi de revenir presque 80 ans en arrière. L'histoire de mon arrière-grand-père maternel, qui est alaouite, qui, au moment du départ de Français, de la fin du mandat français en Syrie, il est allé avec un groupe de responsables de la communauté alaouite voir les Français. Ils ont demandé aux Français, s'il vous plaît, nous nous abandonnez pas. Après vous, nous allons être massacrés. Après vous, ils vont nous tuer comme ils tuent les Juifs en Palestine. Ils parlent des sunnites, ils parlent des islamistes, bien sûr. Et ça n'a rien à voir, mais cette communauté alaouite à l'époque a dit à la France, c'est documenté, c'est pas uniquement une histoire familiale. Ils ont dit à la France, nous sommes prêts à reconnaître l'État d'Israël qui était en train de naître en 1948. Je vous dis ça parce que, effectivement, les Alaouites, ils sont l'objet d'une haine légendaire. Ça date pas d'Assad, ni père, ni fils. Ça date de siècles, ça date de bien avant. C'est une communauté qui est opprimée dans la montagne alaouite, qui était méprisée, qui était torturée, voilà, il y a eu des massacres contre les Alaouites même dans le temps, etc., etc. Après le départ des Français, bien sûr, il y a le nationalisme arabe et il y a l'arrivée d'Assad père et fils qui, donc, quelque part, ont attissé, cette guerre religieuse, confessionnelle entre Alaouites et sunnites. D'un côté, Assad père et fils qui disait « Après moi, le chaos », c'est un dictateur sanglant qui voulait se maintenir au pouvoir et qui voulait avoir le soutien de la communauté alaouite, bien sûr. Et puis, de l'autre côté, vous aviez les islamistes, les frères musulmans, qui n'arrêtaient pas de faire des attentats contre des intellectuels alaouites, contre des militaires, contre des ministres, donc qui a tissé cette haine, cette violence, depuis avant la révolution syrienne. Et bien sûr, il y a eu la révolution syrienne en 2011 qui a tissé cette haine contre les Alaouites parce que la plupart des gens pensaient que Assad était un Alaouite, donc c'est les Alaouites qui sont au pouvoir. Et ça, je tiens à dire que c'est faux parce qu'il y a eu beaucoup d'Alaouites qui étaient jetés en prison, qui étaient même torturés, qui étaient exécutés par le régime Assad, etc. Et donc, nous avons eu la chute de Bachar al-Assad le 8 décembre, nous avons tous applaudi, enfin réjoui plutôt, mais moi j'ai dit à l'époque, le 8 décembre, je ne veux pas pleurer la chute d'Assad et ni applaudir l'arrivée d'un islamiste. Parce que c'est ce qui s'est arrivé depuis 3 mois. Nous avons donc des milices islamistes ex-Al-Qaïda qui ont pris le pouvoir et qui, en fait, depuis 3 mois, n'arrêtent pas déjà d'opprimer les Alaouites parce qu'ils ont été chassés de leur maison dans la capitale syrienne, ils ont été massivement licenciés de leur poste de fonctionnaires. On parle de 70% de fonctionnaires alaouites qui étaient licenciés, etc. Et bien sûr, il y a eu des éléments du régime d'Assad qui exploitaient ce mécontentement dans la rue alaouite, et donc il y a eu bien sûr des combats entre les islamistes et les anciens soutiens de Bachar al-Assad. Le problème aujourd'hui, c'est que le régime islamiste a attissé cette haine contre les Alaouites. Aujourd'hui, nous avons non pas une révolution contre Bachar al-Assad, mais nous avons une révolution contre les Alaouites. Et nous sommes, depuis une semaine, vous avez vu les images, nous sommes face donc à un véritable nettoyage ethnique. Oui. Il ne s'agit pas de tuer, de combattre les anciens Assad, il s'agit aujourd'hui de tuer des femmes, des enfants, des vieillards, rien que parce qu'ils sont alaouites.
Et tout ça, c'est documenté. Voilà ce qui se passe, c'est un véritable nettoyage ethnique contre les Alaouites. Alors c'est vrai que les images sont insoutenables de ce qui se passe en Syrie. Donc vous parlez d'un nettoyage ethnique, excusez-moi. Il y en a aussi qui parlent de pogrom islamiste contre les Alaouites. Donc vous avez commencé à en parler. Qui en sont les responsables et quelles en sont les manifestations concrètes ? En réalité, si vous regardez aujourd'hui les images qu'on a, ce sont les terroristes, ce sont les islamistes eux-mêmes qui filment leur massacre. Oui, comme le Hamas a fait le 7 octobre, d'ailleurs. Exactement, j'allais dire comme le Hamas, et c'est exactement ça, et c'est même pas les populations civiles qui n'ont même pas le temps de filmer quoi que ce soit. Moi, je reçois par contre beaucoup de messages vocaux par téléphone, par dizaines. On m'envoie des messages, c'est des témoignages très poignants sur les Alaouites qui n'ont plus aucun endroit pour se refugier. Ils partent dans la montagne, dans la nature, parce que ils pensent que c'est là où ils peuvent être protégés. Qui sont les responsables? Bien sûr, c'est le régime actuel, parce que de toute façon, son arrivée au pouvoir n'est absolument pas démocratique. S'ils voulaient vraiment punir les responsables de l'ancien régime, il aurait pu le faire autrement, il aurait pu faire organiser des procès, des procès équitables, dire voilà, vous avez fait tel ou tel acte, donc vous serez jugé. Il ne s'agit pas de ça. Aujourd'hui, donc, vous avez de la nuit, de mercredi à jeudi, des appels dans les mosquées de Homs, dans les mosquées de Alep, dans les mosquées de Damas, qui disent allez dans le pays alaouite pour protéger, entre guillemets, la révolution syrienne contre les pro-Assad. Et donc, vous aviez des centaines de voitures qui affluaient vers la côte syrienne pour se venger. Aujourd'hui, on est dans une situation de vengeance collective, et c'est ça le problème. Donc, le responsable, c'est d'abord ce régime qui, au moins, il aurait pu arrêter ce flux de milices islamistes. En fait, vous avez l'armée officielle du nouveau régime, là où il y a eu beaucoup d'anciens Al-Qaïda, parce qu'ils étaient tous à Adlib, ils sont devenus aujourd'hui des généraux de l'armée syrienne officielle. Vous avez des Tchétchènes, vous avez même des Égyptiens, vous avez des Turcs dans l'armée syrienne. Ce sont des anciens islamistes. Donc, ils sont responsables. Comme aussi, il y a eu d'autres factions qui sont pas officielles, qui sont, d'ailleurs, il y en a aussi beaucoup de factions étrangères qui sont allés dans la côte syrienne pour faire ces massacres. Et donc, je dirais aussi, parmi les responsables, c'est la communauté internationale qui, quand même, depuis le début, voilà. On allait y venir, alors justement. Depuis le début, a fermé les yeux. Oui, que reprochez-vous à cette communauté internationale et aussi aux pays arabes? Qu'attendez-vous d'eux? Alors, bien sûr, il y a aussi la communauté arabe, quand je parle de la communauté internationale. Alors, je reproche déjà la naïveté absolue. Alors, au début, on pouvait parler de naïveté absolue parce qu'on a vu dépêcher les émissaires, donc tous les pays européens ont envoyé leurs ministres, mais vraiment quelques jours, quelques semaines après l'arrivée du pouvoir à quelqu'un qui n'est absolument pas arrivé par voie démocratique. Je rappelle, c'est même pas, donc effectivement, c'est un révolutionnaire, il a fait la révolution, mais c'est aussi grâce à Israël qui bombardait l'Iran pendant 2 ou 3 ans que le régime est tombé. C'est pas grâce à lui que le régime est tombé, il faut le rappeler. Mais en réalité, donc vous avez une communauté internationale qui a cru naïvement que ça pouvait être modéré. Et donc, c'est hallucinant de voir tous ces représentants aller dans le palais présidentiel. Vous vous rappelez de la ministre allemande à qui il a refusé de saluer. Donc, c'est des petits symboles, mais qui disaient la couleur de ce régime, la couleur. Vous avez la télévision officielle syrienne. Moi, j'ai vécu en Syrie jusqu'à l'âge de 22 ans. Jamais vu la télévision syrienne, même sous la dictature d'Assad, et bien sûr, commencer un programme avec un verset coranique. C'est un régime islamiste qui a pris le pouvoir. Et l'Europe n'a pas, en fait, fait de contrepartie. C'est-à-dire, bien sûr, il fallait négocier, il fallait garder le contact. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais il fallait être ferme. Il fallait dire, écoutez, on vous reconnaît
quand si vous faites une plateforme regroupant l'ensemble des communautés en Syrie, l'ensemble des partis politiques. Or non, il a pris le pouvoir tout seul et jusqu'à maintenant, on ne sait pas jusqu'à quand. Donc vous avez un islamiste qui s'est emparé du pouvoir et la communauté internationale n'a pas joué son rôle de pression au moins, de pression. Alors, au départ. Et aujourd'hui, donc, vous avez un président de la République français qui invite ce terroriste à l'Élysée. Mais vous voyez, c'est les symboles. Il n'a pas besoin de l'inviter à l'Élysée. C'est une reconnaissance. C'est très, très grave du point de vue symbolique. Je vous comprends et c'est aussi non seulement très grave et aussi très frustrant. Vous affirmez aussi qu'Israël peut jouer un rôle dans cette situation. En quoi pensez-vous qu'Israël puisse aider? Pourquoi vous tournez-vous vers ce pays? Pourquoi demandez-vous de l'aide à Israël? Alors, moi, je ne me tourne pas vers Israël. En réalité, c'est mon 3e voyage en Israël avant les événements en Syrie. Je suis venu en Israël, avant le pogrom du 7 octobre. Et c'est vrai que là, avec la crise syrienne, je reçois beaucoup de messages en disant, mais tu es en Israël, il faut que tu portes notre voix, il faut que tu demandes. Bon, quoi. Moi, je n'ai rien d'officiel. Déjà, je suis pas un responsable politique pour demander quoi que ce soit. Mais en réalité, moi-même, je disais que, de toute façon, mais attendez, pourquoi demander à Israël ce que les autres doivent faire? Les pays arabes, ils peuvent faire quelque chose. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que quoi que fasse le problème d'Israël, c'est que quoi que fasse Israël, ça sera toujours de sa faute pour ses ennemis. C'est-à-dire aujourd'hui, si Israël décide d'intervenir pour protéger, ça sera en honneur pour protéger les Alaouites. Je ne sais pas dans quel moyen. On dira, regardez, Israël va encore, vous connaissez la chanson, prendre des terres arabes, etc., etc. Et s'il n'intervient pas Israël, ils vont dire, regardez, il est complice des islamistes et il les défend. Donc, c'est toujours la faute d'Israël pour ces gens-là. En réalité, ce que peut faire Israël, c'est que a déjà commencé, donc ils ont fait même avant l'Europe, je le signale, le vice-ministre des Affaires étrangères israélien, il y a 2 ou 3 jours, il a déjà fait une communiqué très ferme contre, donc, du point de vue diplomatique, contre le régime islamiste au pouvoir, en disant, attendez, nous ne serons pas inactifs. C'est-à-dire, s'il y a vraiment quelque chose contre les Daouds, si nous pouvons faire quelque chose, d'abord pour nous protéger, et c'est le droit d'Israël de se protéger, mais aussi de protéger, comme nous le faisons avec les Druzes, de protéger les Alaouites. Mais même aujourd'hui, vous avez le ministre de la Défense israélienne qui a dit depuis le Golan, attention, nous avons même le palais présidentiel de Jolani qui est sous notre surveillance. Mais en fait, voilà, ce sont des gestes de pression. Israël a déjà aidé les Syriens, figurez-vous, en 2022, quand il y a le tremblement de terre au nord de la Syrie, ils ont envoyé des équipes médicales pour secourir des Syriens, et Israël peut encore continuer, peut-être, d'abord du point de vue humanitaire, demander des couloirs humanitaires, mais aussi, surtout, peut-être faire qui fait Israël, qui a fait pendant 3 ans avec les Iraniens, continuer à faire avec les islamistes, c'est-à-dire faire des pressions militaires, faire des zones d'exclusion aérienne contre ce régime qui bombarde aujourd'hui par des avions les villages alaouites. Donc on peut aussi imaginer que voilà, et on peut imaginer donc une pression surtout diplomatique, et que Israël, encore une fois, a déjà commencé une pression diplomatique importante sur ce régime syrien. Monsieur Alexandre Rifai, merci infiniment pour cet entretien et votre témoignage. Je vous en prie. On exprime notre